Le soleil du matin du 14 février 1944 a étendu ses doigts dorés sur la piste en Italie, tandis que le capitaine Alessandro Toriani a avancé avec des marches fermes vers son Macchi C.202 Folor. À 24 ans, S. Italian avait déjà fait tomber 12 avions ennemis dans le ciel de la péninsule, et sa confiance a débordé comme l'arôme d'espresso nouvellement préparé qui brûlait encore dans ses mains. Après tout, il conduisait l'un des bijoux de l'ingénierie aéronautique italienne, une machine qui s'était jusque-là révélée était supérieure dans presque toutes les confrontations. Et c'est précisément cette sécurité inébranlable qui a nourri le rire entre les pilotes de cette journée. Entre les mains de Toriani, des photographies récentes d'un nouveau combattant américain ont circulé comme une blague parmi leurs collègues. Avez-vous vu cette aberration qu'ils appellent Corsair, Santini? Il a taquiné, jetant les images sur l'aile de l'avion tandis que son partenaire, le lieutenant Marco Santini, a conclu l'inspection de Preweiden. Regardez ces ailes tordues, ils ont l'air d'être pliés par un forgeron ivre. Et ce n'est, il semble qu'ils aient avalé un moteur de navire et oublié de digérer. Il a ajouté, pointant vers la silhouette maladroite de F4U, avec ses ailes dans l'inverse-tête Sigul et l'énorme propulseur radial qui lui a donné un air de machine à la pointe. Santini, ne contenant pas de rire, secoua la tête. Les Américains ont perdu leur jugement. À quel point la menace peut être une menace? Notre Folol fera de ce monstre une cible de formation. Ce qu'aucun d'entre eux n'a imaginé, c'est qu'en quelques heures, que le jouet déformé deviendrait le pire cauchemar qu'ils avaient jamais affronté. Parce que derrière l'apparition grotesque de Corsair était cachée, l'une des armes les plus mortelles jamais créées, une révolution technologique qui réécrivrait les règles du combat aérien dans le Pacifique et la Méditerranée. L'histoire de cette machine n'a pas commencé sur les champs de bataille, mais dans une course désespérée pour la vitesse et la puissance de feu qui, en 1940, ont poussé les ingénieurs américains aux limites du possible. Lorsque la marine des États-Unis a besoin d'un nouveau combattant à bord, les spécifications semblaient sortir d'un délire, elle devrait être plus rapide que tout dans le ciel, transporter suffisamment d'armes pour détruire les bombardiers ennemis et a toujours atterri sur le porte-avions. Rex Bezel, responsable du design chez Chance-Vought, a fait face à un dilemme apparemment non résolu. Le moteur le plus puissant disponible, le colossal Pratt & Whitney R2800 double wasp, avec une hélice requise de 2000 chevaux de plus de 4 mètres de diamètre. Le rouler dans un combattant conventionnel signifierait raser le sol à chaque décollage. La solution? Une audace qui changerait l'aviation pour toujours, les ailes dans le Sigul inversé. En pliant les ailes du fuselage puis en les élevant aux extrémités, Bezel a obtenu deux miracles, suffisamment d'espace pour accueillir le train d'atterrissage sans compromettre la stabilité et la hauteur supplémentaire pour que l'hélice géante tourne librement. Le résultat a été un avion qui a contesté toutes les conventions, un mélange d'élégance brutale et de laideur fonctionnelle. Corsair était à la fois grotesque et magnifique, maladroit mais mortel dans l'air, docile entre les mains d'un pilote expérimenté et implacable avec lequel il l'a sous-estimé. Lorsque les premiers modèles ont quitté la ligne de production en 1942, ils ont battu des records avant même qu'ils ne soient entrés au combat. Le F4U est devenu le premier combattant américain à dépasser 640 km/h sur un vol en fonction, atteignant une vitesse de pointe qui a laissé tout adversaire puis en fonctionnement. Mais la vitesse n'était que le début. Ces armes étaient un véritable exterminateur, 6 mitrailleuses Browning M2 de calibre .50, chacun crachant 750 coups par minute. Lorsque les 6 se sont déclenchés à l'unisson, ils ont levé un mur de plomb capable de laisser un avion ennemi en deux. Et ce n'étaient pas des balles ordinaires, chaque projectile pesait près de 60 grammes et parcourait plus de 850 mètres par seconde, une pluie en métal qui n'a pas quitté CH. Survival S. Cependant, le plus grand atout de Corsair n'était pas en nombre. C'était dans sa construction presque indestructible. Son squelette était en retard pour soutenir les rigueurs des porte-avions, avec une structure qui a absorbé des dommages qui détruiraient tout autre combattant. La cabine blindée, protégée par des plaques de verre et d'acier par balle, a transformé le pilote en réservoir volant. C'était la combinaison parfaite, la vitesse à chasser, le feu pour anéantir et la résistance à retourner. Mais, comme toute l'innovation radicale, Corsair a eu son trébuchement. Les premiers modèles ont révélé des défauts critiques, une mauvaise visibilité et la tendance à voler sans avertissement ont fait un débit d'exercice à haut risque. Le couple du moteur, si puissant, pourrait surprendre les pilotes moins expérimentés et jeter l'avion sur des fils mortels. De tels problèmes ont conduit la marine américaine à le déclarer initialement inapproprié pour les opérations expédiées. Au lieu d'abandonner, les marines ont relevé le défi, l'exploitant des bases terrestres, et elle était là, entre les mains de ses pilotes, que Corsair a révélé son meurtrier potentiel. Pendant ce temps, dans le théâtre méditerranéen,
des ASS italiens comme Toriani régnaient toujours des absolus avec leur Macchi C.202 Folor. La chasse italienne était un chef-d'œuvre, rapide, agile et doté de lignes qui faisaient soupirer tout ingénieur. Ému par un moteur allemand Daimler-Benz, il a atteint des vitesses de plus de 500 km/h et a grimpé vers les hauteurs avec une agilité qui a laissé de nombreux adversaires derrière. Les pilotes aéronautiques de Rogia, forgés dans des batailles telles que la guerre civile espagnole, ont dominé les tactiques qui ont extrait le maximum de cette formidable machine. En 1940, l'Italie est entrée dans la guerre avec une force aérienne qui, bien que plus petite, était techniquement supérieure à bien des égards. Folor, en particulier, a été considéré par les experts comme l'un des meilleurs combattants de sa génération. Mais en 1944, le scénario avait été inversé. La reddition italienne en septembre 1943 a fragmenté le pays, le Nord, occupé par les Allemands, est devenu la République sociale italienne, une marionnette de Mussolini. Les pilotes qui ont volé dans la patrie étaient désormais divisés entre les loyautés contradictoires, tandis que les Alliés resserraient le siège. La supériorité technique qu'ils avaient commencé à s'estomper d'une nouvelle génération d'avions ennemis, des machines comme Corsair, qui, malgré leur apparence ridicule, étaient sur le point de prouver que dans la guerre, la beauté n'est pas pertinente lorsque le pouvoir de détruire. De destruction par minute, un véritable flot de plomb capable de déchirer les ailes de tout adversaire en quelques secondes. Alors que Toriani ajuste son casque et vérifiait les instruments, il ne pouvait pas imaginer qu'en quelques minutes, il serait confronté à une machine projetée non pas à ce duel mais à exterminer. Les premiers contacts avec les corsaires ont été signalés comme des réunions confuses. Les pilotes italiens ont décrit des avions qui sont apparus de nulle part, planés à des vitesses absurdes, déclenchaient des rafales dévastatrices et disparaissent avant de pouvoir réagir. Il n'y avait pas de temps pour les manœuvres élégantes, pas d'espace pour les duels acrobatiques qui faisaient la redome aéronautique redoute. Corsair n'a pas joué à cache-cache dans les nuages, il a chassé. Et puis est venu le jour où Toriani est entré dans les vues de l'un d'eux. Les cieux sur Anzio étaient chargés, non seulement par les nuages, mais par la tension. Les Alliés avançaient, et les Italiens, maintenant réduits à une force symbolique, se sont battus pour chaque aire d'air. Toriani a conduit son équipe vers l'interception des bombardiers, confiant que, comme toujours, sa capacité compenserait l'infériorité numérique. Mais quelque chose était différent. Les combattants d'escorte ne se sont pas comportés comme des P-51 ou des P-47. Ils n'ont pas essayé de mener un combat fermé, et ils n'ont pas été impliqués dans des spirales mortelles. Au lieu de cela, ils ont plongé comme des faucons, tiré sur des rafales courtes et précises, et ont disparu avant que les Italiens ne pudent. Tisme ne verrouille même pas les viseurs. Qu'est-ce que c'est ? Cria un chauffeur à la radio tandis que son Macchi se rasait sous l'impact de balles qui semblaient provenir de tous les côtés. Toriani a essayé de réagir, tirant son titre dans une ascension raide pour gagner l'altitude et l'avantage. Mais le Corsair n'a pas suivi les règles. Alors qu'il luttait pour inverser le parcours, l'Américain s'était déjà tiré et s'éloignait, laissant derrière lui une trace de fumée où se trouvait une de ses compagnons. Il n'y avait aucun avertissement. Il n'y avait pas de duel. Seulement de la destruction pure, calculée et impitoyable. C'est alors qu'il comprenait, il ne pilotait pas un avion. Il faisait face à une nouvelle forme de guerre. Les Italiens, habitués à se battre comme des messieurs, ont constaté que les Américains n'étaient pas intéressés par l'honneur, étaient intéressés par la victoire. Et le Corsair était l'arme parfaite pour cela. Sa vitesse lui a permis de choisir le moment de l'attaque. Sa puissance de feu a garanti que chaque passage était mortel. Sa robustesse signifiait que les erreurs pilotes, qui auraient détruit un Macchi ou un Bf-109, se grattent à peine le fuselage. Lorsque Toriani a finalement atterri, avec son avion à l'épreuve des balles et son carburant presque vendu, il n'a plus parlé de Corsair avec dédain. Il a regardé l'horizon avec une sombre certitude, l'âge d'ASE, les duels épiques entre messieurs des nuages, étaient terminés. À sa place, quelque chose de beaucoup plus froid, beaucoup plus efficace, une machine à tuer qui n'a pas demandé la permission de détruire. Et le pire ? Les Alliés en avaient des centaines. Macchi de Toriani n'avait aucune chance. Les balles d'un demi-pouce ont déchiré leur aile gauche comme si c'était du papier, transformant le métal et le bois en éclats d'obus. Le moteur a choisi, a toussé une fois puis au silence, tandis que l'huile et le carburant se mêlaient à un sentier noir qui a marqué le chemin de la mort. Santini a crié quelque chose à la radio, une malédiction, un avertissement, une prière, mais ces paroles ont été perdues dans le rugissement des moteurs Corsair, qui plongeaient maintenant comme des faucons sur une proie désorientée. Toriani a combattu les commandes, essayant de récupérer l'avion,
mais McShee n'a plus répondu. C'était comme tenir un cheval blessé, le sentant s'effondrer sous vous. Il a vu, à travers la fumée qui a envahi la cabine, les deux autres pilotes de son équipe étant avalés par le même feu implacable. L'un d'eux, Rossi, était une courbe désespérée, mais son avion a explosé en plein air, réduit à un flou orange contre le bleu de la Méditerranée. L'autre, peut-être Santini, a réussi à libérer un parachute, mais les corsaires n'étaient pas intéressés par les prisonniers. Une courte et précise, et la soie blanche devenait un cloud sanguin avant même qu'il ne touche le terrain. En 30 secondes, l'équipe de Toriani a cessé d'exister. Et le pire n'était pas une défaite. Ce n'était pas l'humiliation d'être abattu par une machine qu'il avait dépréciée. C'était la certitude. La certitude que ce n'était pas un coup de chance, pas une erreur tactique, pas la malchance d'une mauvaise journée. C'était le futur frappant à la porte avec des poings en acier. Les corsaires ne se sont pas battus comme des pilotes, ils se sont battus comme des ingénieurs. Ils ne dépendaient pas de la capacité d'un AS, mais de la physique implacable d'un moteur qui les a poussés au-delà des limites du possible. Ils n'ont pas joué avec la mort, ils l'ont calculée. Lorsque Toriani a finalement ouvert les yeux, après avoir été déchiré du cockpit par le vent et la gravité, il était accroché au parachute, dans une mer qui semblait de plus en plus proche. Au-dessus de lui, les corsaires étaient déjà réorganisés, montant en spirale en hausse pour se reconstituer et arrière. Il n'y a pas eu de triomphe dans ces mouvements, aucune exposition de supériorité. Ce n'était que de l'efficacité. Une machine faisant ce qui a été conçu pour faire, tuer sans émotion, sans hésitation, sans pitié. Et puis il entendit à nouveau le son. Pas le rugissement des moteurs, pas l'accrépitement des mitrailleuses, mais ce sifflet caractéristique, 650 grammes de plomb et d'acier coupant l'air de près de 1000 mètres par mont. Défaire. Toriani tourna la tête à temps pour voir l'ombre d'un corsaire passer sur lui, si près qu'il aurait pu tendre la main et toucher son aile inversée. Le pilote américain n'a même pas regardé en bas. Il n'y avait pas besoin. La guerre a déjà été décidée avant même qu'elle ne commence. Quand il a frappé l'eau, l'impact l'a rendu stupéfait, mais une vérité l'a frappé encore plus fortement, les Alliés n'étaient pas seulement des centaines de ces démons ailés. Ils étaient des milliers. Et chacun d'eux était un ver avec des ailes. Le diable qui hantait maintenant ses rêves. Ce n'était pas seulement une machine supérieure, il y a eu une condamnation à mort avec des ailes. Le premier impact a été comme un coup de marteau divin. La structure de McShee frissonna, les patchs métalliques gémissant sous le poids des balles d'un demi-pouce. Toriani a senti le sang glacial lorsque le son du Browning M2 a déchiré l'air, pas comme des coups de feu, mais comme le rugissement de la bestialité mécanique. Chaque projectile n'a pas percé, bouleversant. Le premier jet de plomb a déchiré le carénage du moteur, transformant l'aluminium en confetti mortel. L'huile s'est gâtée dans des jets noirs, descendant le pare-brise râpé comme des larmes d'une machine mourante. L'odeur de liquide brûlé a envahi la cabine, mélangée à la puanteur métallique du sang, la sienne, dégoulinant d'une coupure sur son front où un éclat d'obus lui avait atteint. Dio mio! Sa voix se rasait à la radio, plus une prière qu'un appel. Quelles sont ses armes? Si quelqu'un répondait, la vérité le détruirait avant les balles, ces mitrailleuses n'étaient pas faites pour les combattants. Ils ont été conçus pour rétrécir, adaptés à l'air comme des caras qui échangent une hache. Incendiaires, perçants, explosifs, le type de munition était un couteau différent coincé dans les entrailles de votre avion. Et les corsaires n'en ont pas lancé un à la fois. Ils ont vomi en une seule fois. 6 tuyaux crachant la mort à l'unisson ont créé un cône d'annihilation où la physique s'est rendue à la brutalité. Il n'y avait pas d'évasion. Il n'y avait pas d'héroïsme. Seules les mathématiques froides d'un corps réduit en fragments. Santini a regardé la rupture du chef de l'équipe comme si le temps avait ralenti. Un deuxième plus tôt, Toriani était un dieu du ciel, plongeant sur une cible non protégée. Dans ce qui suit, son McShee était une carcasse fumante, en spirale, les ailes tremblant comme celles d'un oiseau avec les plumes déchirées. Alandro. Le cri de Santini a été perdu dans le crépitement des moteurs américains, se tournant déjà vers un nouveau banquet. Il a essayé de se venger. Tout a essayé. Mais le corsaire qui est descendu sur lui ne s'est pas battu, a-t-il dit. Les premières balles ont percé le capot du moteur comme des poings à travers du papier. Le supercompresseur a explosé dans un nuage d'huile et de flammes. Le deuxième jet a grimpé le fuselage, brisant la cabine, et Santini a senti la chaleur du sang à gauche, comme le son. Le monde a tourné autour de lui. Il a été éjecté par l'instinct, pas pour le courage.
L'air froid a risqué son visage alors que le parachute s'ouvrit, et de là, suspendu entre le ciel et la mort, a vu son Mach-Chi se transformer en boule de feu. 2 avions abattus. Un pilote mort. Un autre même, se cognait comme une poupée en tissu à la merci des vents qui appartenaient maintenant aux Américains. Les 2 derniers Italiens n'ont pas attendu la 3e leçon. Ils ont retourné le nez de leurs combattants chez eux, poussant les moteurs au-delà des limites, mais même l'évasion était une illusion. Les corsaires les ont poursuivis comme des loups derrière des lapins, se levant plus vite, plongeant plus profondément, ont choisi le moment exact pour attaquer, toujours d'en haut, toujours avec l'avantage, toujours avec la certitude que le prochain jet de balle serait le dernier que leur victime entendait. Ce n'était pas une bataille. C'était un massacre. Et lorsque les survivants ont atterri, tremblants, dans leurs fondations, leurs paroles répartissent la terreur comme un virus, les Américains ne se sont pas battus. Ils ont chassé. Et le Corsair n'était pas un avion. C'était le jugement final avec l'hélice. La révolution tactique née dans le Pacifique, pour le feu du Salomon, tranchant dans les duels sur Rabaul, est maintenant descendu au-dessus de la Méditerranée en tant que faux. Les pilotes alliés n'ont pas cherché la gloire dans les courbes serrées ou la plongée audacieuse. Ils ont calculé. Ils ont choisi la bonne altitude, la bonne vitesse, l'angle où la physique les rendait intouchables. Des combats de chiens étaient morts. À sa place, l'équation implacable a régné, énergie plus vitesse plus feu concentré égale victoire. Et les Italiens, qui se moquaient d'une fois de ces combattants des ailes pliées, connaissaient maintenant la vérité, Corsair n'était pas laid. C'était parfait. Parfait pour tuer. Parfait pour maîtriser. Parfait pour les faire, fier Regia aéronautique, mais plus que la proie. Un seul coup de pluie, Corsair a avalé des balles comme des moustiques. Il est rentré chez lui, des trous fabriqués, avec des morceaux d'ailes déchirés, le train d'atterrissage endommagé, et a toujours atterri, contestant les lois de l'aérodynamique et de la logique. La mécanique américaine l'a surnommé l'avion qui refuse de mourir, et les Italiens, dans leur désespoir, ont commencé à soupçonner que ces démons bleus étaient protégés par quelque chose de plus que du métal. C'était l'ingénierie brutale en action. Alors que les combattants européens ont été construits comme des montres suisses, délicates, dépendantes de chaque pièce au bon endroit, Corsair a été forgé comme un marteau de guerre. Son moteur Pratt & Whitney R2800 n'était pas seulement puissant, c'était indestructible. Les pilotes ont raconté des histoires de retour à la base avec un bloc d'huile, des cylindres endommagés, et pourtant la double guêpe obstinée comme un taureau blessé qui refuse de tomber. Le fuselage, renforcé pour soutenir la contrainte des terres des avions, a enduré des impacts qui réduiraient un Bf-109 ou un Mach-Chi C.202 à un fouillis de ferraille. Et les ailes? Cette étrange courbe, ce pli que les Italiens se moquaient, était en fait un piège mortel. Dans les plongées à grande vitesse, tandis que d'autres combattants tremblaient jusqu'à ce qu'ils se désintégration, le Corsair a coupé l'air comme une lame, gagnant de la vitesse sans perdre le contrôle. C'était comme si l'avion était conçu par un démon qui comprenait la physique, et il aimait voir le désespoir des pilotes ennemis. Les chiffres n'ont pas menti. En 3 mois d'opérations intensives, les escouades de Corsair ont abattu 112 avions italiens confirmés avec 47 autres probables. Les pertes? 12 avions, majorité par erreur pilote, pas l'action ennemie. L'aéronautique Regia, autrefois fière de ses ases, a maintenant vu ses vétérans refuser de décoller. Les jeunes, ceux qui avaient encore du feu dans les yeux, ont été envoyés à l'abattage comme des agneaux. Les commandants italiens ont tout essayé, une embuscade à l'altitude, des attaques fermées, même des vols de nuit pour surprendre les Américains. Rien ne fonctionnait. Le Corsair n'était pas seulement un combattant, c'était un système de mort. Ces pilotes, formés pour explorer chaque avantage de l'avion, chassaient sur des packs. Alors qu'une paire de F4 eut distrait la formation ennemie avec des passes rapides, 2 autres ont chuté de 6000 mètres, convertissant l'énergie potentielle à vitesse pure, tirant des rafales courtes et précises avant de disparaître dans les nuages. Il n'y avait pas de contre-attaque possible. Il n'y avait pas d'évasion. Et puis est venu le jour où même les Allemands, ces maîtres de la guerre de l'air regardant les Italiens avec dédain, ils pouvaient ressentir le poids de ces démons bleus. Un rapport de Luftwaffe, intercepté par les Alliés, a décrit le Corsair comme le pire cauchemar d'un pilote de chasse, trop rapide pour être persécuté, trop armé pour être confronté et trop têtu pour être renversé. Messerschmitt Bf-109G, fier de l'Allemagne, a constaté que leur supériorité des courbes signifiait peu lorsque le Corsair a simplement disparu dans une plongée, gagnant 150 km/h en quelques secondes, puis réapparaissant derrière eux comme des fantômes vengeurs. The Focke-Wulf FW-190, Robu.
forts et bien armés, ils virent leurs ailes réduites en lambeaux par les 6 mitrailleuses de 12,7 mm du F4U, tirant 2000 projectiles par minute avec une précision chirurgicale. Dans la salle des opérations du quartier général allié à Naples, les cartes étaient mises à jour quotidiennement avec des cercles rouges, bases aériennes italiennes neutralisées, usines aéronautiques détruites, routes d'approvisionnement coupées. Le Corsair ne gagnait pas seulement la guerre dans les airs. Il gagnait la guerre dans l'esprit de l'ennemi. Les pilotes italiens, autrefois avides de combat, imploraient désormais des missions d'escorte de bombardiers ou tout ce qui pourrait les éloigner des lignes de front. Les mécaniciens allemands envoyés inspecter les restes des F4U abattus reviennent pâles, décrivant l'épaisseur du blindage, la redondance des systèmes, la façon dont même les commandes de vol sont protégées. Ce n'est pas un avion, marmonne Théon dans un reportage. C'est une forteresse volante avec des ailes. Et alors que le moral de l'ennemi s'effondrait, les pilotes corsaires devinrent des légendes dans leur propre rang. Des hommes comme le lieutenant Buzz Sawyer, qui avait abattu cet avion en une seule mission au-dessus d'Ancône, ou le capitaine Jim Iron Marlowe, dont l'avion était revenu à la base avec plus de 200 impacts de balles et avait quand même atterri comme si de rien n'était. Ils n'étaient plus pilotes. C'étaient des chasseurs. Et la Méditerranée, autrefois champ de bataille contesté, était en train de devenir son terrain de chasse privé. Les Italiens avaient appris la leçon à leurs dépens, à la guerre, la beauté ne sauve personne. L'élégance d'un Mach-Chi ou la précision d'un Bf-109 n'était rien comparé à la fureur mécanique d'un avion construit dans un seul but, tuer efficacement. Et le Corsair l'a fait mieux que quiconque. Pas avec grâce. Pas avec style. Mais avec une brutalité si calculée que même les cieux semblaient trembler lorsque leur formation apparaissait à l'horizon. Désormais, chaque fois qu'un pilote ennemi entendait ce rugissement distinctif au son guttural, presque organique, comme si le moteur lui-même se moquait de lui, il savait qu'il n'était plus question de savoir s'il allait mourir. C'était une question de savoir quand. Et cette certitude, plus que n'importe quelle balle ou bombe, avait déjà décidé du sort de la guerre dans le ciel d'Italie. Un nouveau modèle de destruction où l'élégance n'avait pas sa place, seulement une efficacité brutale. Et lorsque cette efficacité rencontra l'expérience forgée dans les tirs du Pacifique, le résultat ne fut pas une bataille aérienne. C'était une exécution. Les corsaires n'ont pas seulement survécu à des dégâts qui auraient détruit n'importe quel autre combattant, ils ont également ignoré ces dégâts. Un projectile de 20 mm coincé dans le moteur? Non pertinent. Des ailes perforées comme un tamis? Un inconvénient mineur. Fuselage déchiré par un éclat d'obus? Le pilote sentirait à peine la différence. C'était comme si l'avion avait été forgé non pas en aluminium mais par pur mépris de la physique. Lorsque le capitaine James Zecche-Sivoli a fait atterrir son Corsair à Malte après une mission au-dessus de Rome, l'avion ressemblant plus à du fromage suisse qu'à une machine de guerre, les mécaniciens n'arrivaient pas à croire qu'il volait encore. Ce n'est pas un combattant, a rapporté Sivoli, un sourire sec aux lèvres. C'est un char avec des ailes. Et les Italiens le découvrent à leurs dépens. Pour les pilotes de la Regia Aeronautica, chaque tir réussi sur le Corsair était une humiliation. Ils virent leurs balles ricocher sur le fuselage de l'ennemi, entendirent le bruit des impacts, puis regardèrent avec incrédulité la bête américaine continuer à avancer. Un Mach-Chi MC.205, fierté de l'ingénierie italienne, se désintégrerait avec la moitié de cette peine. Un Bf-109, joyau de la Luftwaffe, serait en feu. Mais le Corsair? Il a ri. Et ce rire résonnait sur les radios des pilotes italiens comme un verdict, vous avez déjà perdu avant même de décoller. La supériorité n'était pas seulement mécanique. Elle était humaine. Les pilotes du corps des marines qui guidaient ces démons ailés n'étaient pas des recrues. Ils étaient vieux. Des batailles difficiles à Pacifique, où ils ont appris à chasser les meilleurs combattants du monde à l'époque et à les battre. Ils connaissaient chaque sale truc, chaque manœuvre désespérée, chaque seconde d'avantage qui pouvait être déchirée de l'air. Et maintenant, contre les Italiens, c'était comme jouer aux échecs avec un adversaire qui croyait toujours en roc. Maki et G.55 étaient de bons avions, pilotés par des hommes courageux. Mais le courage ne vaut pas la différence entre un pilote qui a volé 50 missions et un autre qui a volé 500. Et puis il y avait la machine de guerre derrière la machine de guerre. Alors que l'Italie a eu du mal à faire fonctionner ses lignes de production, avec des usines bombardées, un manque de carburant et une bureaucratie qui a gêné plus qu'elle ne l'a aidé à inonder la Méditerranée de corsaires comme s'ils étaient des munitions jetables. 400 par mois seulement de hasard Vought. Plus de centaines de Goodyear et Brewster. Chaque avion perdu a été remplacé en jours. Chaque pilote dégoulinait,
remplacé par un autre par des centaines d'heures de vol. Pour les Italiens, chaque basse a été un coup pour le cœur, un homme qui avait pris des années pour s'entraîner dont l'expérience n'a pas pu être remplacée. Pour les Américains, c'était un ajustement de routine dans le tableau des organisations. L'effet psychologique était dévastateur. Les pilotes qui ont décollé avec détermination ont maintenant hésité. Ceux qui ont survécu aux réunions avec les corsaires sont revenus avec des yeux vides, répétant la même phrase qu'un mantra, il n'y a aucun moyen de gagner. Certains ont demandé un transfert au bombardement, ou au moins la mort arriverait d'en haut, impersonnel. D'autres ont simplement disparu, ont-ils dit, ils ont prétendu la maladie, quoi que ce soit à faire face à ce rugissement qui a précédé la fin. Les quelques AC qui ont encore résisté ont développé des tactiques de lâcheté stratégique, ils n'ont attaqué que lorsqu'ils étaient absolument sûrs qu'il n'y avait pas de corsaires à proximité, et au premier signe de ces contours indubitables à l'horizon, ils ont disparu comme des rats dans un sous-sol. Jusqu'en septembre 1944, 8 mois après que le capitaine Toriani a fait réduire son Makchi à une mitrailleuse de 0,50.50, la Regia aéronautique avait cessé d'exister comme force de combat. Ce qui restait, ce sont des escouades fantômes, aviao fatigués, des pilotes épuisés, une ombre de ce qui avait déjà été l'un des armes aériennes les plus respectées de l'Axe. Toriani, maintenant confiné à un fauteuil roulant à cause des blessures qui n'ont jamais guéri, notait dans son journal avec des lettres tremblantes, « Nous avons construit des avions pour 1940. Ils ont construit l'avenir. Et l'avenir n'a pas pitié. » L'héritage de Corsair ne se limitait pas à la guerre. Il a réécrit les règles du combat aérien pour toujours. Les principes qui ont rendu le F-4U imbattable, une puissance de feu écrasante, une structure indestructible, un pilotage agressif basé sur l'énergie, définiraient les combattants à réaction de prochaine génération. Les Italiens, qui se moquaient autrefois de leurs ailes d'envers et leur nez de bulldog, ont appris trop tard que la guerre n'accorde pas une esthétique. Récompense l'efficacité. Et le Corsair était l'efficacité incarnée, laide, implacable et, surtout, victorieuse. Pour Toriani et les quelques-uns qui ont survécu, le son de ces moteurs Pratt et Whitney deviendrait un cauchemar récurrent, un rappel que dans le ciel, la beauté ne sauve pas des vies. La supériorité, oui. Et en 1944, la supériorité avait un nom, F-4U Corsair. Corsair n'était pas seulement une machine de guerre, c'était un manifeste de l'innovation, un avertissement du métal et du feu que l'avenir de l'aviation militaire appartenait à ceux qui osent défier les conventions. Ces ailes inversées, une fois de dérision, ont révélé un génie aérodynamique, permettant des vitesses et des manœuvres qui ont laissé les reliques élégantes mais obsolètes d'une époque qui est déjà soulignée. Les pilotes qui ont ri de leur profil grotesque ont trouvé, dans le feu de la bataille, que la mort n'a pas bon goût. Elle préfère les alliés plus rapides, atteignant plus précisément et résiste à plus de dégâts. Et le Corsair était tout ce qui est tout le monde, l'incarnation mécanique d'une vérité cruelle, le ciel, la beauté est sans importance, ce qui compte, c'est la capacité d'anéantir. Les hangars qui ont fait l'écho à rire suffosent maintenant en silence. Pas le silence de la reddition, mais cette compréhension plus lourde et tardive. Le coup de sifflet caractéristique, un son qui deviendrait synonyme de terreur des pilotes de l'Axe, la bande sonore d'une leçon amère, le diavolo bleu n'a pas joué. Alors que certains ont appris à le craindre, d'autres, beaucoup d'autres, ont appris trop tard que la sous-estimation d'un ennemi pour leur apparence était une erreur qui a payé pour la vie. La Regia aéronautique italienne, fière de sa tradition et de son expérience, a constaté que ni l'histoire ni la bravoure ne se déplaçaient contre la supériorité technologique. Corsair a non seulement remporté des batailles, il a enterré une philosophie de la guerre. L'ironie est tranchante, les mêmes pilotes qui ont déménagé dans les ailes de Sigul ont vu leurs Messerschmitt et Makchi ont été abattus par le même monstre qu'ils dédaignent. Non seulement a dominé le ciel du Pacifique et de la Méditerranée, il a réécrit les règles du combat aérien pour toujours. Son héritage ne se limitait pas aux années 40, elle a résonné à l'ère des jets, dans les combattants la réaction qui a hérité de son ADN implacable. Corsair a enseigné au monde que, dans la guerre, l'esthétique est un luxe et une efficacité, une nécessité. Lorsque les mitrailleuses commencent à échouer et que les canons à tonner, ce qui sauve un pilote n'est pas à quel point votre avion ressemble aux affiches de propagande. C'est à quelle vitesse il peut transformer le ciel de l'ennemi en un cimetière métallique torsadé. Il s'agit de la dernière leçon, gravée au sang et à l'huile, dans l'art de la destruction, la forme suit la fonction. Et le Corsair, laid et glorieux, était la fonction sous sa forme la plus pure.